Aujourd'hui, je crois que je vais te parler de ma psychopathologie préférée. Je suis très sincère, travailler sur cette maladie est passionnant et ça soulève un millier de questions sur la psychologie dans son intégralité. Une psychopathologie beaucoup trop rare à mon goût et il faudrait en rencontrer davantage pour la recherche bien sûr, mais aussi pour que notre monde aille mieux, qu'on se marre un peu que diable. Une manifestation de ce que notre psychologie est capable de faire de plus incroyable et de plus génial à la fois. Je n'ai malheureusement jamais eu la chance de rencontrer cette manifestation dans ma vie, mais si un jour ça se présente, j'espère que je serai contaminé. Car oui, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, en plus d'être une pathologie mentale, c'est une pathologie mentale contagieuse. Elle se transmettrait un peu comme un virus, ce qui la rend encore plus fantastique. Alors abonne-toi, pose un pouce en l'air et active la cloche parce qu'aujourd'hui, je vais te parler de la danse de Saint-Guy. La danse de Saint-Guy, ou manie de danse, est la première maladie psychogène de masse à avoir été répertoriée. Une maladie psychogène de masse, c'est une façon politiquement correcte de renommer une hystérie collective, et on va y revenir un peu plus tard. Pour ce qui est de la danse de Saint-Guy, cette manie consiste à ce que des sujets dansent jusqu'à ce qu'ils s'effondrent d'épuisement et de blessures. C'est pas banal comme symptomatologie. Je répète parce que ça tue vraiment trop, c'est une compulsion qu'ont certaines personnes à danser sans raison, sans pouvoir s'arrêter, sans cause neurologique, et ce, sans prise de toxiques non plus. Les premières épidémies de danse de Saint-Guy datent du 7e siècle et ont lieu principalement en Europe, du moins pour ce que l'on dansait. Il s'agit donc de groupes de personnes qui dansent dans ce qui s'apparente être des états d'inconscience. Ils dansent, et ne s'arrêtent jamais de danser. Ces groupes de danseurs auraient eu des comportements très particuliers, à savoir de ne pas pouvoir stopper leur danse de quelques heures à plusieurs mois, par conséquent de contracter diverses et nombreuses blessures physiques, de se déplacer en même temps qu'ils dansent comme s'il s'agissait de procession, de rire, pleurer ou pousser des cris tout en dansant, et de parfois aller jusqu'à se déshabiller et copuler en même temps parce que oui, en fait, je suis chaud. Et pour certains, l'épuisement allait jusqu'à la mort. Mais le plus important dans les caractéristiques de la danse de Saint-Guy, c'est que ce soit transmissible et que ça crée donc des épidémies. Des épidémies qui ont de la gueule, pas comme ces tocards du 21e siècle. Quoique, en fin de vidéo, tu seras pas déçu de ce que j'ai réussi à trouver. Bien que de nombreuses épidémies soient rapportées à travers les époques et les continents, deux feront vraiment date. Une majeure recensée en Allemagne en 1374, puis une seconde épidémie tout aussi notable s'est produite à Strasbourg en 1518. N'étant pas un événement isolé, les manifestations de danse de Saint-Guy sont bien documentées, surtout pour les deux dont je viens de parler. Il existe de très nombreux documents validés. Pour répondre à ces comportements incroyables, les autorités de l'époque ont eu une idée. Embaucher des musiciens pour accompagner les danseurs. Les premières théories étaient que ça les aiderait à arrêter de danser. On en a vu des théories en carton, mais alors celle-là, elle est particulièrement priceless. Donc une fois qu'ils se sont rendus compte que faire de la musique à côté des danseurs n'aide en rien, si ce n'est à ramener encore plus de gens qui ont envie de brûler le dance floor, eh bien, Moyen-Âge oblige, on pense tout de suite à des possessions et des malédictions. Le nom de danse de Saint-Guy vient ainsi du fait que l'on amenait les danseurs à finir leur procession dans des temples dédiés à Saint-Jean ou Saint-Guy. Depuis, de nombreuses théories ont fait leur apparition, comme par exemple expliquer la danse de Saint-Guy par des infections neurologiques, mais on en reparlera plus tard. La théorie qui fait aujourd'hui consensus, ça tombe bien, c'est mon domaine, ce sont des causes psychogènes. Come, Mr. Tallyman, tally me banana. Pour parler des causes, je dois d'abord rapidement parler du diagnostic différentiel, c'est-à-dire des pathologies avec lesquelles il ne faut pas confondre la danse de Saint-Guy. Il y aura par exemple toutes les pathologies qui ont une cause neurologique, bactérienne, infectieuse ou autre, comme la chorée de Seidenmann, qui peut avoir des manifestations similaires, mais qui est due à une infection à streptocoque. De même, la danse de Saint-Guy ne peut être diagnostiquée s'il y a une exposition à un toxique ou une prise volontaire de toxique. Enfin, elle est à différencier des intoxications involontaires à l'ergot de seigle, intoxications qui ressemblent à des prises de LSD. Donc non, les rave parties de 7 jours, ça peut pas marcher pour poser un diagnostic. Enfin, sauf si t'es sobre. Mais là, c'est une maladie bien plus grave et il faut consulter un ORL et un psychiatre de toute urgence. Je plaisante pas. Mais revenons aux causes. Comme toujours, en médecine, si on ne trouve aucune cause neurologique, somatique, toxique ou n'importe quoi de précis et objectivable, on a toujours un joker, d'ailleurs très souvent utilisé en service de soins contre la douleur. La cause psychogène ou maladie psy.
Et si cette maladie psy s'exprime dans le corps, on a le super banco, l'hystérie. Mais la manie de la danse a cette spécificité en plus, elle est épidémique. Elle atteint un grand nombre de personnes en même temps. C'est pour cette raison qu'avec la danse de Saint-Guy, on parle de la première forme d'hystérie collective recensée. En plus, les écrits sur les différentes danses de Saint-Guy rapportent une majorité de cas de fans. Donc bon, peu de chance qu'on se plante quoi. Si tu n'as pas vu ma vidéo sur l'hystérie, il te faut les bases, donc clique en haut à droite. Bref, plus sérieusement, les critères pour pouvoir suspecter une hystérie collective sont un ou des symptômes physiques sans cause organique, des symptômes qui soient transitoires et bénins, les symptômes apparaissent de façon brusque et la récupération est tout aussi rapide, ça apparaît dans différents groupes ou cultures, il y a présence d'un fort facteur d'anxiété et de stress commun et partagé. Les symptômes sont contagieux par la vue, le son ou la communication. Et on l'a dit, ça concerne une majorité de femmes. Mais retenez simplement les 3 manifestations les plus importantes. Une conversion physique, un stress commun à un groupe, aucune prise de toxiques. Dans la littérature, on trouve un exemple très concret de ce qu'on pourrait appeler des proto-hystéries collectives, ce sont les pouponnières. Dans les pouponnières, les nourrissons se transmettent très rapidement des manifestations communes, et ça passe par les pleurs, les cris, etc. C'est un mimétisme ancré dans le corps et les émotions. En tout cas, la notion de stress et de facteurs anxiogènes partagés par un groupe est très importante. Ça fait vraiment penser à une sorte de maladie psychosociale, ou en langage plus précis, une maladie sociogénique de masse. Dans certains écrits, il est dit que l'hystérie collective serait une forme de syndrome de stress post-traumatique de groupe. Je trouve l'idée très intéressante, mais j'ai rien trouvé qui aille plus loin si ce n'est que dans cette hypothèse, chaque individu réagirait par mimétisme avec le groupe plutôt que par sidération, ce qui serait peut-être une façon d'économiser les réponses psychiques inconscientes. Mais est-ce que tu sais qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, l'hystérie collective, tout comme l'hystérie, n'est pas une pathologie éteinte? Non, non, non. Est-ce que tu sais que nous avons déjà 2 études de 2021, dont tu as les références en description sous la vidéo, qui rendent compte d'une histoire tout aussi folle que de la danse de Saint-Guy, mais de nos jours. Il s'agit de la toute première maladie de masse induite par les réseaux sociaux. Et ça vaut son pesant de cacahuètes, alors accroche-toi. À partir de la seconde moitié de l'année 2020, de nombreux psychiatres de différents pays tirent la sonnette d'alarme pour une recrudescence de cas de syndrome de Gilles de la Tourette beaucoup trop importante pour être ignorée. Et contrairement à la soi-disant épidémie de troubles dissociatifs de l'identité qui n'est autre que des gamins qui s'inventent des vies sur les réseaux, eh bien cette épidémie de Gilles de la Tourette était bien réelle, pas juste pour faire des vues et gonfler un narcissisme malade. Donc les données remontent jusqu'à alerter de plus en plus de soignants et de chercheurs, et que ceux-ci finissent par comprendre ce qui liait tous ces jeunes gens. En 2019, une chaîne YouTube fait son apparition et connaît un très grand succès. Jusqu'ici, rien de très extraordinaire, si ce n'est que le youtubeur en question est atteint d'un syndrome de Gilles de la Tourette. Du coup, de nombreux internautes suivaient ce vidéaste de façon très assidue durant la période de Covid-19 et de confinement. Vous voyez, on a donc un état de conversion, un stress vécu par un groupe, aucune prise de toxique a priori, et une disparition des symptômes aussi rapide que leur apparition. Les chercheurs ont donc conclu à une maladie de masse induite par les réseaux sociaux et non une épidémie de Gilles de la Tourette. Franchement, en tant que psy, quand j'ai su ça, ça m'a autant excité que dépité. Donc voilà, encore une psychopathologie incroyable, rare et fantastique, donc beaucoup pensent que nous en avons fini, que c'est du passé, blablabla, DSM, blablabla. Mais c'est ça la psychopathologie, ça bouge, ça évolue comme des Pokémon, et certains Pokémon sont plus rares et balèzes que d'autres, mais c'est quand même trop génial. Donc si comme moi tu veux tous les attraper, abonne-toi, active la cloche, pose un pouce pour ne rien rater de tout ça. Ce nouveau numéro de Va te faire suivre est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Tu peux aider la chaîne de plusieurs façons. Soit tu peux te procurer mon livre Sur le divan de mes patients si tu veux savoir comment ça se passe en thérapie. Tu peux, si tu as quelques euros en trop, te délester sur ma page Tipeee comme mes tipeurs de l'extrême, que je remercie chaleureusement. Sache que sur Facebook, Instagram et même sur TikTok, chaque semaine je poste une petite capsule de psychologie de 1 minute, donc n'hésite pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux pour voir ça et savoir un petit peu aussi ce qui se passe du côté de l'actualité de la chaîne. Prends bien soin de toi et d'ici la prochaine vidéo, n'oublie pas que... Tu découvriras que beaucoup de vérités auxquelles nous tenons dépendent avant tout de notre propre point de vue.